Bonjour tout le monde, ce sera une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, vous ne me verrez pas à l'écran, ce sera dans tous les cas un enregistrement audio. Je vais changer un petit peu de format vidéo, voilà, tout simplement, parce que c'est plus simple pour moi et ce sera plus intelligible et plus compréhensible pour vous également. Du coup, dans cette vidéo, je voulais parler un petit peu de certains symptômes, certaines caractéristiques que l'on peut retrouver chez les personnes, chez les adultes Asperger, qui découvrent leur autisme sur le tard ou qui sont tout simplement, qui ont un DSA à l'âge adulte. Alors, je vais vous donner quelques détails concernant ces caractéristiques. Je vais essayer de vous les expliquer du mieux que je le peux. Voilà. Sachez que dans tous les cas, c'est une liste qui est non exhaustive. Voilà, il y a beaucoup d'autres caractéristiques. Cependant, je vais essayer de d'énoncer en fait les grandes lignes en fait qui dessinent petit à petit en fait les personnalités euh, d'Asperger au fonctionnement. Voilà, qu'on va dire qui ont soit qui sont surdoués, qui sont haut QI, à haut potentiel, ou tout simplement dans la moyenne. Voilà. Mais je ne parlerai pas forcément de quotient intellectuel dans cette vidéo. Donc je vais vous énoncer quelques caractéristiques en fait qui vous permettraient de mieux comprendre quels sont les signes, voilà, quelles sont les choses que l'on peut retrouver dans les comportements, dans la grille comportementale en fait, dans les caractéristiques qui déterminent en fait un profil autistique à l'âge adulte. Alors du coup, je voulais vous parler en premier que ce n'est pas le cas pour tout le monde, mais il y a assez souvent une difficulté à regarder les gens dans les yeux. Voilà. Il y a une forme de malaise durant les conversations, où vraiment on a du mal à s'intégrer dans les conversations, on a du mal à être là, à 100% là, à être vraiment pris et être vraiment à 100% dans les interactions sociales, dans les conversations, dans les dialogues, où vraiment on va se sentir un petit peu à part. On voit que les gens peuvent nous parler, peuvent discuter avec nous, mais on a du mal vraiment à écouter, à être vraiment dans le truc. Vraiment, on va souvent détourner notre regard, en fait, regarder un petit peu dans le vide pour vraiment se concentrer et essayer d'être dans le dialogue, dans la conversation, pour bien comprendre ce que la personne nous dit. Et assez souvent, on n'est pas vraiment très doué pour les longues conversations. Sauf si nous l'avons lancé nous-mêmes, si c'est nous qui avons commencé à discuter, que nous avons lancé la conversation, c'est nous qui avons débuté. On va partir en fait en général dans une forme de monologue. On va parler de ce qui nous plaît, de ce qui fait sens pour nous, de notre passion, de notre obsession parfois. Et ça ne sera pas tout le temps en fait une forme de conversation. On peut vraiment faire, c'est vraiment des discussions, mais chacun son tour. C'est à tour de rôle, sans être vraiment les deux en même temps dans la conversation. Voilà. On a vraiment du mal avec ça. C'est ce qui fait en fait ce malaise. On a du mal à être à 100% concentré pour vraiment tout comprendre, ça demande beaucoup d'efforts pour nous. Puis après, assez souvent, on va paraître assez timide, vraiment, avec cette forme d'hypervigilance, où on va regarder un petit peu tout ce qui nous entoure, on va se sentir vraiment angoissé, un petit peu anxieux, et on va paraître très timide. Et on a parfois, on essaie d'éviter un petit peu le contact social. On a envie d'éviter, on se dit non, pas maintenant, je ne veux pas. On a vraiment du mal à se mettre à, à être vraiment dans l'interaction sociale. Voilà, on va pas forcément engager les conversations. On n'a pas vraiment envie d'aller vers l'autre. On n'a pas vraiment envie de, voilà, d'être dans un partage émotionnel, partage intellectuel. C'est une chose qui peut s'apprendre petit à petit, voilà, mais c'est pas une chose qui naturellement va nous faire envie. Le premier sentiment que l'on va avoir lorsqu'on va être dans un contexte social, dans un groupe avec des personnes qui sont autour de nous, on n'aura pas ce réflexe naturel à vouloir discuter, sympathiser, et vraiment interagir en fait. C'est la première impression que l'on va avoir, c'est un sentiment de gêne en fait, où on n'a pas tellement envie en fait. Mais après, ça peut se débloquer. On va se dire, bon, je vais quand même tenter, je vais essayer, je vais faire un effort. Après, il y a des moments où on ne peut pas. Voilà, c'est difficile pour nous. Soit nous sommes fatigués, ou soit c'est tout simplement pas le bon moment. Euh, Sachez aussi que lorsque nous sommes un Asperger adulte, une personne autiste adulte, on n'aime pas vraiment la foule, on n'aime pas les bruits, enfin les endroits bruyants, les environnements où il se passe beaucoup de choses, avec beaucoup de, où sensoriellement on va être vraiment exténué en fait. Il y a beaucoup trop de choses à prendre en compte visuellement, olfactivement, auditivement, au niveau de la sonorité, au niveau voilà, il y a plein de choses comme ça. Sensoriellement, on peut être vite submergé. Et lorsqu'il y a foule,
Il y a beaucoup de choses à voir, beaucoup de détails, et ça peut nous fatiguer, et on aura tendance en fait à éviter les foules, éviter les endroits aussi bruyants, éviter les endroits où sensoriellement on sent, ou plutôt on sait que l'on va être vite fatigué. On éprouve énormément de compassion envers autrui, c'est une chose qu'il faut quand même savoir, nous sommes capables d'empathie. Assez souvent, nous sommes même hyper empathiques. Hyper empathique, ça ne veut pas dire que nous sommes plus empathiques qu'autrui, que les gens, que les personnes dites neurotypiques. Nous sommes empathes comme tous les êtres humains, sauf que nous avons une sensibilité très particulière. C'est-à-dire que lorsque nous allons raisonner cette émotion-là, parce que l'empathie, c'est essayer, c'est tenter, enfin c'est le cerveau qui va tenter de repérer l'émotion chez l'autre, l'émotion d'autrui. Donc, pour vraiment la capter, nous allons ressentir, c'est de la sensation, l'empathie, mais on va aussi raisonner cette sensation. Il faut traduire l'émotion de manière intellectuelle et corticale. Donc, nous allons inférer et raisonner. Et après notre raisonnement, notre inférence corticale, c'est-à-dire que l'on va essayer d'interpréter ce que l'on ressent de la part de la personne que nous avons en face, qu'est-ce que nous absorbons empathiquement, enfin en parlant de l'empathie, qu'est-ce que nous ressentons chez la personne avec qui nous parlons, qu'est-ce qu'on ressent d'elle en fait, on va être beaucoup plus sensible. L'émotion, enfin l'inférence va être beaucoup plus intense. Donc on va être vraiment dans la compassion, on va vraiment comprendre la personne. Mais cependant, on va être un petit peu confus parce qu'on ne va pas pouvoir tout comprendre au niveau des signaux sociaux. Voilà, le langage corporel, par exemple, c'est une chose qui est très compliquée pour nous. Il y a des choses, on ne va pas le voir. Déjà de un, parce qu'on a tendance à fuir un petit peu du regard, ou vraiment, visuellement, parfois le contact des yeux peut vraiment nous déranger. Ça amène un malaise chez nous, donc on ne va pas pouvoir repérer tous les signes sociaux, tous les signes corporels, et surtout toutes les mimiques en fait du visage, toutes ces expressions faciales qui permettent en fait d'avoir des informations et des données pour bien comprendre ce que la personne en face de nous ressent et essayer de nous faire comprendre ou essayer de nous partager. Voilà. Donc nous ne serons pas très très forts au niveau de, enfin pour consoler, pour essayer de rassurer. On n'est pas très doué pour ça. Par contre, nous sommes capables d'avoir une forte empathie, d'avoir de la compassion, de la sympathie, d'avoir beaucoup de sentiments, beaucoup d'émotions très positives pour autrui, pour quelqu'un. Cependant, on aura du mal à lui transmettre, à lui montrer, à lui dire, à lui partager. Ça va être un petit peu confus et assez maladroit en fait. Et il y a plein de choses que l'on ne peut pas repérer tout le temps chez la personne que nous avons en face. Après, on a souvent du mal à éprouver, enfin, on éprouve des difficultés en fait à avoir le point de vue de l'autre personne. Vraiment, c'est une chose. On a tendance à être un petit peu manichéen. Voilà. Après, avec le temps, on peut travailler sur ça, vraiment pour essayer de voir les choses autrement qu'en noir ou en blanc, en bien ou en mal, en positif ou négatif, parce que c'est encore d'ordre du jugement. Mais assez souvent, on est assez catégorique. Voilà, c'est une chose, il y a le juste milieu, faire, par exemple, choisir entre le noir et le blanc, on ne pourra pas faire gris. Soit c'est noir, soit c'est blanc. Parce que si l'on fonctionne conceptuellement et idéologiquement, enfin, pour parler de sens cognitif, comment on va interpréter, conceptualiser le monde et les interactions, si on modélise, si on conceptualise le réel en utilisant les modèles manichéens, c'est-à-dire noir et blanc, ben, ce sera soit noir, soit blanc. On sera catégorique sur ça. On ne peut pas faire un juste milieu entre les deux. Par contre, on peut se détacher de ces visions manichéennes. On peut apprendre à petit se détacher de cette vision-là. Parce qu'elle est assez restreinte et même si nous sommes catégoriques envers autrui par rapport à ça, on va être automatiquement catégorique envers nous-mêmes également. On peut se limiter soi-même. On peut travailler sur ça. J'essaierai de faire d'autres vidéos pour vous l'expliquer. J'en ai déjà fait une qui en parlait justement. Vous pouvez la retrouver sur ma chaîne YouTube. Euh, Après, il y a aussi un point très intéressant, c'est qu'on peut avoir du mal en fait à s'entendre avec les gens, car en fait on ne suit pas forcément les normes sociales. C'est une chose, nous le conformisme, c'est une chose qu'on déteste. On a horreur de ça. On a horreur de l'autorité. On a horreur d'obéir à quelqu'un ou d'obéir à certaines règles, certaines lois qui nous semblent inutiles, futiles ou qui ne font pas sens pour nous. Si on ne les comprend pas, c'est la même chose. Le fait de ne pas les comprendre, on ne va pas les suivre. Il faut que l'on soit certain, il faut que l'on puisse valider certains concepts, en fait, c'est-à-dire les réglementations, les lois, les règles de vie, voilà, les règles de morale, les règles d'interaction, ben, il y a plein de choses qui peuvent établir un contact, une interaction, ou tout simplement notre quotidien.
Et on ne peut pas s'entendre avec des gens qui vont être à l'encontre de ce qui fait sens pour nous, qui vont nous contredire, qui vont être anti, qui vont avoir un avis très divergent de nous. On aura du mal, ça passera pas. On va sentir une forme de rejet, on va se dire que non, c'est pas pour moi. Mais sachant aussi que les normes sociales, en fait, si on doit parler de la mode, si on doit parler de certaines choses liées à la consommation, par exemple être toujours à la pointe de la technologie en achetant le dernier smartphone, la dernière télé, être tout le temps bien habillé, faire attention à son look. Ce sont des choses qui ne font pas vraiment sens pour nous. On a tendance à faire les choses qui nous plaisent, des choses qui nous correspondent à nous. Donc il y a beaucoup de choses qui vont nous déplaire chez autrui s'il s'agit de normes sociales. Les normes sociales, à partir du moment où il y en a, on est totalement désaccord. On a du mal à l'exprimer, à le dire. Voilà. On peut paraître méchant, on peut paraître un petit peu parfois hautain et parfois très pédant parce qu'on va essayer de légitimer un petit peu notre regard. Et les gens vont avoir l'impression que leur fait la leçon, que leur fait la morale, alors que pas du tout. On explique juste notre point de vue. C'est tout simplement pour dire que les normes sociales, enfin le conformisme n'est pas fait pour nous. Ça ne fonctionne pas sur nous. Ainsi, il faut prendre aussi en compte le fait qu'on a assez souvent très peu d'amis. On a du mal à avoir vraiment un cercle d'amis assez riche. On a des difficultés à maintenir des relations amicales et aussi à trouver des relations sentimentales, amoureuses, affectives, parce que nous avons une vision parfois qui peut être très décalée, avec des progressions, des régressions, où vraiment notre quotidien peut être vite chamboulé, les choses peuvent évoluer, changer. Il faut que la personne avec qui on va passer des moments, autant amicalement que ça peut être également familialement, hein, sentimentalement, effectivement, il faut que cette personne-là soit d'accord et totalement ouverte à ça, et qu'elle soit tout simplement dans le non-jugement et qu'elle puisse accepter les choses telles qu'elles sont. Voilà, on ne sera pas tous les jours au top de notre forme, et pour notre équilibre, en fait, c'est avoir des hauts et des bas, c'est une chose, on ne peut pas y échapper, et ça peut amener à des difficultés pour maintenir des relations amicales, affectives et sentimentales. Voilà. Après, c'est histoire de trouver les bonnes personnes. Et avec le temps, en général, on les trouve, il n'y a pas de souci pour ça. On a des problèmes pour s'exprimer également, voilà, on a des difficultés à exprimer nos émotions. Autant pour nous, hein, on a du mal vraiment à les repérer chez nous, on appelle ça l'alexithymie. Mais vraiment, on ressent beaucoup de choses, mais on a du mal à y mettre des mots dessus. Et quand les gens nous posent des questions, nous disent, nous demandent en fait, que ressens-tu, qu'est-ce qui se passe au fond de toi, on a du mal à l'exprimer. On ne sait pas comment le dire, il se passe tellement de choses. Pardon, excusez-moi. Il se passe tellement de choses qu'on ne sait pas quoi dire. On a du mal à y mettre le doigt dessus, à y trouver des mots. Des fois, ça peut prendre du temps. On y arrive assez souvent, mais ça peut prendre beaucoup de temps. Donc, il ne faut pas chercher à nous stresser ou quoi que ce soit. C'est assez normal chez nous. Après, en général, il y a beaucoup d'intelligence supérieure, voilà, en parlant de haut potentiel, de très haut QI. Chez les personnes adultes autistes, en général, nous sommes intellectuellement quand même assez précoces et assez élevés. Voilà, nous avons une forme de potentiel qui quand même sous-entend quelques troubles 10, c'est-à-dire certains dysfonctionnements. Ça peut être la dyslexie, la dyspraxie, la dysgraphie, la dystonie. Il y a plein de choses comme ça, des troubles 10 qui parlent de dysfonctionnement, qui peuvent empêcher de pouvoir faire des tests assez cohérents et assez enfin, les tests de QI ne seront pas assez probants en fait, à cause de nos troubles, certains de nos troubles en fait, parce que ça va paraître un petit peu trop. Enfin, il y a des domaines où on va exceller, des domaines où on va avoir beaucoup de difficultés. Du coup, ça va un petit peu biaiser les tests de QI, mais il faut quand même savoir que nous avons en général des intelligences supérieures dans certains domaines. Ça peut être la musique, ça peut être l'art, ça peut être les métiers manuels, voilà, des choses qui permettent de créer des choses avec certains outils. Mais artistiquement, en général, on peut avoir de très très grands talents. Après, on a une forme de rigidité au niveau du quotidien, vraiment, on aime la routine. Et lorsque la routine change, on va être un petit peu anxieux. On va se dire, oula, c'est du nouveau, il me faut trouver des repères. Voilà, quand il y a du nouveau, en général, on va consommer énormément d'énergie car il nous faut des repères pour cerner et bien comprendre l'environnement de cette nouveauté. Euh, Après, il faut savoir aussi que en tant qu'autiste adulte, assez souvent, on va être anxieux, on va être dépressif. Il se passe beaucoup de choses dans le quotidien d'une personne autiste adulte qui vont nous stresser, qui vont nous rendre anxieuses, qui peuvent amener à des insomnies, des problèmes d'alimentation, des problèmes d'hydratation, des problèmes
pour être en forme en fait quotidiennement, et ça peut amener à des fatigues chroniques, et ces fatigues-là peuvent mener à certaines dépressions. Ça peut venir également des contacts sociaux, de la sphère professionnelle, de la sphère amicale, de la sphère sentimentale, familiale, tout ce que l'on veut. Nous avons tellement de difficultés en fait à bien comprendre ce qui nous arrive au fond de nous, ce qui se passe au fond de nous et ce qui se passe à l'extérieur, dans le monde extérieur, que parfois notre réflexion peut nous fatiguer. Ça amène à une forme de fatigue en fait permanente, récurrente. Nous sommes fatigués en permanence. Et il se peut que parfois, enfin il arrive assez souvent d'ailleurs, que nous ne puissions pas récupérer de tous ces efforts-là, et on va être fatigué. Cette fatigue peut amener à une forme de dépression qui reste, qui s'installe, et qui peut vraiment... c'est une chose que l'on porte, voilà, durant toute une vie, car ça fait partie de nous, ça fait partie de nos troubles. Mais c'est également une force, parce que ça nous permet de nous forger ça nous permet de forger un caractère, tout simplement, d'avoir une existence, d'avoir une identité, et de donner le moyen de se découvrir, de persévérer. Sachez que ce n'est pas du tout quelque chose de péjoratif. On peut très bien vivre en ayant des phases, enfin, comme on dit, la vie, il y a des hauts et des bas. Après, il y a forcément les comportements répétitifs, comme caractéristique, avec une forme de trouble obsessionnel compulsif. Ça peut être également des obsessions dans certains domaines, voilà, où on peut se mettre à dessiner toute la journée, tous les jours, jouer de la musique toute la journée, tous les jours, écouter de la musique, regarder la télé, jouer aux jeux vidéo. Il y a des choses où on va être vraiment assez compulsif et assez obsessionnel. Ça va être des domaines restreints. C'est vraiment des choses où on peut y passer des heures et des journées entières sans se rendre compte qu'on y est depuis des jours en fait dessus. On peut oublier de manger, oublier de dormir, oublier que nous avons des gens autour de nous. On peut vraiment s'enfermer dans certaines habitudes qui peuvent nous plonger dans une bulle et nous rompre le contact avec le monde extérieur. Après, il y a une forme de phobie sociale également, comme caractéristique. Et puis, il y a aussi ce qu'on appelle les mouvements inhabituels du corps. Ça peut être le steaming, ça peut être également les mouvements, enfin, les gestes stéréotypés, les mouvements stéréotypes. Ça peut être voilà, des mouvements avec les mains, les doigts, la tête, les balancements, faire un tour sur soi-même, tourner en rond. Ce sont des choses que l'on peut faire, voilà, physiquement. On va bouger physiquement. Et ça, c'est ce qu'on appelle des formes de stéréotypie. Ce sont des mouvements inhabituels du corps, mais qui nous permettent à nous de nous rassurer. Ça fait partie de nos caractéristiques, voilà, de ce qui fait sens pour nous, de ce qui nous permet de gérer nos émotions, de gérer nos stress, notre anxiété. Et c'est une chose qui peut être dissimulée avec le temps. Voilà, on peut vraiment stopper ces choses-là au fur et à mesure du temps, mais ça restera quand même dans tous les cas. Si nous sommes dans un contexte où nous sommes seuls chez nous, dans un endroit où on peut vraiment se permettre, on le fera. Après, il y a les problèmes sensoriels, forcément, avec, ça peut être une forme d'hyperacousie. On peut avoir une vision après qui peut être, enfin, on peut être agressé au niveau des yeux en fonction de certaines lumières. Certaines lumières peuvent nous agresser. Ça peut être des sons, des bruits qui peuvent nous agresser. Pas forcément des bruits très très forts, pas forcément des sons qui sont forts, mais des sons qui sont pas forcément cadencés, vraiment sur un rythme assez constant. Des choses qui peuvent vraiment des sonorités particulières, certaines fréquences par exemple, qui peuvent vraiment nous faire très très mal aux oreilles. D'autres personnes ne les entendront pas, mais nous on n'entendra que ça, et ça peut vraiment nous agresser, nous plonger dans des formes de crise, de panique. Ça peut être le goût, ça peut être les textures, ça peut être les odeurs, il y a plein de choses comme ça. On peut être en même temps, pour certains sens, c'est-à-dire par exemple l'ouïe, on peut être hyper sensible sensoriellement euh, par ouïe, mais parfois on peut être sous-sensible. Parfois, on peut sentir moins les choses que... Voilà. Par exemple, moi je sais que moi personnellement, quand on me touche légèrement la peau, vu que je suis quand même très peu sensible en fait à ce qui est tactile, je préfère qu'on me tienne fort, qu'on m'appuie fort sur moi. Au moins, je sens vraiment la pression, je sens vraiment le toucher tactile. Et ça me permet de me rassurer en fait. Je suis presque insensible en fait à certaines sensations tactiles. Mais ça dépend de quelle partie du corps, mais assez souvent, il y a des choses, ça me stresse, ça m'angoisse, parce que j'ai l'impression de sentir, j'ai une sensation tactile qui parfois me semble un petit peu, que je ressens qu'à 50%. Et il y a un trop peu. Et ce trop peu demande à ce qu'il y ait une pression plus forte. Voilà. Tout ça pour dire qu'on peut avoir des problèmes sensoriels, une sorte d'hypersensorialité. On peut être soit hypersensible, soit sous-sensible. Après, il y a forcément physiquement, on peut avoir des maladresses avec des problèmes de motricité fine. Il y a un manque de coordination. Pour vous donner un exemple, moi, par exemple, j'ai besoin de me concentrer pour marcher. Dans ma tête, je vais dire gauche-droite pour marcher. Voilà. Et puis après, il y a une chose qui est hyper connue et assez courante quand on parle d'autisme, c'est une difficulté à imaginer
enfin, à une difficulté à avoir de l'imagination sociale. Ce qui peut mener parfois à des malentendus, justement. Pour quelle raison? Parce qu'on va parler de certaines choses qui se passent dans la société et les gens vont nous dire qu'on est trop... enfin, on va mal s'exprimer. Les gens vont très mal interpréter ce qu'on va dire parce on aura vraiment du mal à le formuler, à expliquer ce qu'on conceptualise dans notre esprit. Cela ne veut pas dire que nous disons des choses fausses, mais c'est atypique. Notre manière d'exprimer les choses est très atypique et pas du tout... ne coïncide pas avec la norme, avec la moyenne de ce que les gens peuvent dire, de ce qui peut être en fait socialement acceptable. Du coup, ça peut amener à des malentendus parce que ce que l'on va se conceptualiser de cette sphère sociale, s'imaginer par rapport à ça, par rapport à cette sphère-là, on la voit différemment, on la vit différemment, on la souhaite différemment, parce qu'il y a beaucoup de choses que l'on veut modifier, changer, voilà, pour parler justement de certaines choses pour lesquelles nous sommes assez militants en tant que personnes autistes, éviter la stigmatisation, faire en sorte qu'on puisse être scolarisé normalement, être considéré comme des personnes qui sont valides, pas forcément handicapées, mais des personnes qui ont un rôle citoyen, qui ont le droit d'exister, qui ont le droit de vivre comme tout le monde, qui ne sont pas malades et qui ont juste une condition neurologique différente, et que cette différence n'est pas une chose qui est péjorative, qui est une chose négative. Donc, et pour expliquer ça, parfois, on peut le dire d'une manière que les gens vont très mal interpréter et ça peut mener à des malentendus parce que nous avons une vision très décalée, très atypique, qui oralement, verbalement, va sonner faux ou sonner bizarre à l'oreille des autres personnes que l'on va dire neurotypiques en fait. Les personnes neurotypiques vont très mal interpréter ce qu'on va dire de cette sphère sociale. Alors c'était quelques caractéristiques pour vous expliquer un petit peu qu'est-ce que l'on peut retrouver dans le tableau clinique d'une personne autiste adulte. N'oubliez pas que c'est non exhaustif, il y a plein d'autres caractéristiques, je vais vous expliquer les choses au mieux que je le pouvais. Je m'excuse d'avance si j'ai un petit peu bafouillé, si ce n'est pas forcément facile à comprendre pour vous, si ce n'est pas très clair, voilà. Je m'en excuse, je suis en ce moment même assez fatigué, j'ai une fatigue chronique depuis quelque temps. Voilà, donc avec des insomnies, des difficultés à dormir, voilà. Donc voilà, donc ce sera tout pour cette vidéo. Je vous dis à très bientôt. Bisous à tous et à toutes. Et surtout, je vous le dis maintenant, voilà, parce que j'ai oublié au tout début en fait de l'enregistrement. Je vous souhaite une merveilleuse année 2019. Je vous souhaite beaucoup de bonheur, que des bonnes choses. Et bisous à tous et à toutes. Bye bye.